Un traumatisme, c'est quoi? Alors, je vous mets d'abord les définitions scientifiques. On voit à travers ces définitions que le traumatisme provient d'un événement dans lequel notre intégrité physique et psychique s'est trouvée menacée. Soit parce qu'on a été directement victime, mais aussi en tant que témoin et même en tant qu'auteur. Cette menace de notre intégrité physique et psychique provoque un choc que, dans l'instant, on ne peut pas intégrer neuro-émotionnellement. Alors, je vais vous proposer une définition beaucoup plus simple. On pourrait dire tout simplement que le traumatisme, c'est un événement douloureux du passé que la personne n'a pas pu, dans l'instant, intégrer neuro-émotionnellement et qui a un impact sur son présent, un impact négatif, et qui limite ses perspectives futures. Une chose importante à bien comprendre à propos du traumatisme, c'est que ce n'est pas l'événement en lui-même qui est traumatique, c'est la façon dont la personne l'a vécu. Et ça veut dire qu'on ne peut absolument pas évaluer la gravité d'un traumatisme. C'est propre à chacun. Le traumatisme, c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire. Ça peut être aussi ce qu'on appelle un traumatisme petit t. Des choses qui semblent pas très importantes, mais si elles se répètent, elles peuvent avoir un impact quand même très grand. Par exemple, un enfant à qui on dit constamment « tais-toi, tu dis des bêtises ». Et puis à l'adolescence, il va à la chorale, on lui dit « tu chantes comme une casserole ». Et puis il arrive au bac. Et c'est un bon élève, mais à l'oral, il n'est pas bon. Donc, les effets du traumatisme ont un impact négatif sur son présent. Il ne peut pas passer l'oral du bac. Et puis, imaginons qu'il aurait voulu devenir avocat, il ne peut pas. Donc, ses perspectives futures sont limitées du fait du traumatisme. Pour bien comprendre le traumatisme, c'est important de connaître le fonctionnement de la mémoire traumatique. Je vais vous présenter le modèle de fonctionnement de la mémoire traumatique selon Muriel Salmoda, qui est une psychiatre qui a synthétisé des travaux en psychiatrie, en neurosciences et en sociologie. Selon elle, lorsque l'on subit une agression, on est dans un état de stress extrême et il y a une structure dans le cerveau qui est chargée de gérer le stress et qui commande la sécrétion d'adrénaline. L'adrénaline, ça sert à faire battre le cœur plus vite, pour pouvoir bien oxygéner les muscles, pour être en capacité de réagir, soit de s'enfuir, soit de se battre. Et en même temps que cette adrénaline est sécrétée, notre cerveau cherche une solution dans les acquis, les connaissances, les compétences. Et s'il ne trouve pas de solution, et souvent il n'en trouve pas parce qu'on n'est pas préparé à ça, surtout si c'est un enfant, et les enfants sont victimes plus souvent encore d'agressions que les adultes. Si le cerveau ne trouve pas de solution, l'adrénaline continue d'être sécrétée et cela fait courir un risque vital. On peut faire une crise cardiaque et mourir d'un stress extrême. Pour éviter ça, on a un mécanisme de défense qui se met en place et l'amygdale est isolée du reste du cerveau. Comme dans un circuit électrique, on fait disjoncter. Et ça provoque immédiatement ce qu'on appelle une sidération. La sidération, c'est une paralysie émotionnelle et physique. On ne peut plus bouger, on ne peut plus réagir, on ne peut plus crier. Ma chatte peut miauler par contre. Et la dissociation vient tout de suite après. Le cerveau se met à sécréter des équivalents de morphine et de kétamine et tout de suite après la sidération, on a une phase de dissociation. Et la dissociation, c'est une anesthésie émotionnelle et physique. On ne sent plus rien. Ça permet de traverser l'événement. Au moins pire. L'inconvénient de ce mécanisme de survie, c'est que ça va produire une mémoire traumatique. Comme l'amygdale a été isolée du reste du cerveau, les informations, le vécu, restent stockées dans l'amygdale qui se trouve dans le cerveau émotionnel et ces informations ne sont pas traitées comme elles devraient l'être. La nuit, normalement, pendant les phases de sommeil paradoxal,
Une autre structure du cerveau qui s'appelle l'hippocampe se charge de transformer le vécu en mémoire biographique. La mémoire biographique, elle se trouve dans le cerveau rationnel. Donc, finalement, le traumatisme, c'est quoi? Une mémoire traumatique, c'est quoi? Ce sont des informations qui sont stockées de façon dysfonctionnelle dans le cerveau émotionnel au lieu d'être dans le cerveau rationnel. Et ça fait que une mémoire traumatique peut être réactivée à tout moment. Elle peut aussi nous foutre une paix royale pendant des années, mais elle peut être réactivée quotidiennement en fonction de déclencheurs. Les déclencheurs peuvent être symboliques, une date d'anniversaire par exemple. Elles peuvent être intellectuelles, un lien sensoriel qui rappelle l'événement. Par exemple, tiens, c'était cette lumière, ou cette odeur, ou une tessiture de voix. Tout ce qui peut rappeler indirectement l'événement réactive cette mémoire traumatique et fait revivre à la personne la même détresse, la même terreur, les mêmes émotions qui ont été vécues lors de l'événement traumatique. Alors évidemment, ça peut être extrêmement inconfortable. Pour éviter ça, la personne, de façon non consciente, met en place des conduites adaptatives, des conduites dissociantes, c'est-à-dire des conduites qui vont lui permettre de se dissocier à nouveau. Donc se dissocier, c'est-à-dire s'anesthésier. Par exemple, parmi ces conduites, on a des conduites dites paradoxales parce qu'elles ne semblent pas logiques. Par exemple, des conduites à risque. On se met en danger. Alors ça peut être en roulant à 180 sur l'autoroute, mais ça peut être aussi dans sa sexualité, en prenant des risques avec des partenaires multiples sans capote. Et ces risques, les personnes les prennent parce que ça leur permet d'avoir peur en fait, de se faire tellement peur que à nouveau, elles peuvent être sidérées, puis à nouveau se dissocier. Et donc, arrêter de souffrir à un moment. Il y a d'autres comportements adaptatifs, par exemple les conduites d'évitement. Ne pas parler de l'événement, éviter d'aller dans cette rue, éviter de sortir seul, ou alors être dans l'hypervigilance. Voilà, tous ces comportements compliquent beaucoup la vie des personnes et sont difficilement compréhensibles par leur entourage. Du coup, c'est vraiment important, là, tout ce que je viens de vous raconter, de bien le connaître pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir expliquer aux personnes que si elles ne se sont pas défendues, c'est parce qu'elles étaient sidérées. C'était un mécanisme de survie, ça va leur permettre de se déculpabiliser. Et puis aussi que les conduites, les comportements à risque qu'elles peuvent éventuellement avoir s'expliquent aussi de cette façon-là. C'est un mécanisme de survie. La bonne nouvelle, c'est qu'une mémoire traumatique, on peut la désactiver. On peut désactiver un traumatisme. Alors il y a différentes façons. L'OMS recommande le MDR ou les TCC. Moi, je vais vous parler de l'accompagnement au déploiement. Je vais vous proposer maintenant une autre façon de voir le traumatisme et la mémoire traumatique. On est constitué de toutes celles qu'on a été. Imaginons qu'on mette une poupée russe à chaque instant de vie, depuis notre naissance et même à l'état fœtal, jusqu'à l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Si à un moment, on vit quelque chose que dans l'instant on ne peut pas intégrer émotionnellement, un événement traumatique, l'être que l'on est à ce moment-là, on le clive. On le met de côté. Parce que dans l'instant, c'est trop douloureux de l'avoir avec nous. Donc, on le met de côté, on se clive. Et on continue, comme ça permet de continuer à vivre, en compensant comme on peut, mais en tout cas, on continue, aller de l'avant. Sauf que l'être qu'on a mis de côté, elle n'est pas à sa place. Dans l'alignement, il y a un trou, elle manque. Elle manque, ça correspond à son vécu émotionnel n'est pas intégré. Et pour qu'elle puisse reprendre sa place, il faut qu'elle puisse intégrer son vécu émotionnel. Dans l'accompagnement au déploiement, ce qu'on propose pour que
l'être que nous étions au moment d'un traumatisme puisse intégrer son vécu émotionnel, c'est un dialogue entre l'être qui a été clivé et l'adulte qui est présent. Donc la traumaticienne, ce qu'elle fait, c'est la médiation de ce dialogue intrapsychique qui va permettre à l'être qui a été blessé, qui a subi un traumatisme, d'exprimer pleinement son vécu émotionnel pour pouvoir l'intégrer. Quand on a vécu quelque chose de douloureux, on n'a pas toujours envie de le raconter. Ça tombe bien, mais c'est pas nécessaire. Raconter, maintenant avec les neurosciences, on le sait, c'est contre-productif, ça retraumatise. Vous comprenez que si on raconte, ça ne va pas permettre d'intégrer notre vécu émotionnel. Parce que si nous racontons, nous parlons à partir de nos souvenirs, de notre mémoire rationnelle. Or, notre mémoire est évolutive. On change le récit de soi au fil du temps. Donc, on raconte à partir de souvenirs qui ont été modifiés. Et puis, les informations dont on a besoin, les informations que nous avons besoin d'intégrer, elles sont stockées dans le cerveau émotionnel. Or, nous, on parle avec le cerveau rationnel. On ne parle pas avec les bonnes informations. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Ou très mal. Ce n'est pas l'histoire dont on a besoin. C'est ce qui est vivant dans le cœur des êtres. Et donc, dans l'accompagnement au déploiement, on ne va écouter que le vécu émotionnel. Alors évidemment, ça va beaucoup plus vite, parce que raconter, en plus, c'est long. Et donc, ça permet de résoudre des problématiques très très rapidement, parfois en une seule séance. Pour le dire autrement, si on raconte, on est en train de parler sur celle qui a vécu ça. Et si on parle sur celle qui a vécu ça, elle ne peut pas s'exprimer. Or, c'est elle qui a besoin de dire son vécu pour pouvoir traverser ses émotions. Et une émotion, lorsqu'on la traverse, elle s'apaise. Donc, c'est important d'écouter ce qu'elle a ressenti, d'être présent, de lui offrir notre présence à ce qu'elle a ressenti. Mais pas à partir de ses souvenirs, à partir des informations que l'on va retrouver à travers cette médiation de dialogue intérieur que propose l'accompagnement au déploiement. Cette représentation du traumatisme comme étant un clivage, elle va impliquer une autre façon de voir le symptôme. On change complètement de paradigme. Le symptôme, on ne croit plus que c'est la conséquence de ce qu'on a vécu, subi. Le symptôme a une fonction. Le symptôme, il est là spécialement pour que l'on puisse réhabiliter l'être qui a vécu le trauma. C'est-à-dire que le symptôme est un indicateur qui pointe vers l'être de soi qui a été clivé et qui appelle notre conscience, à travers ce symptôme, pour sa réhabilitation. Le symptôme est comme une sonnerie de téléphone. Ça sonne. Et des fois, ça nous dérange. Si on décroche et qu'on écoute, quand on raccroche, ça ne sonne plus. Si ça sonne encore, c'est un autre appel. Effectivement, beaucoup d'êtres sont susceptibles de nous passer un coup de fil à l'intérieur de notre psyché. Tous les êtres qui constituent notre psyché, et ils sont nombreux. Il y a tous ceux que nous avons été, et puis aussi tous ceux dont nous sommes issus, qui sont eux-mêmes constitués de tous ceux qu'ils ont été. Et si un de ces êtres a été traumatisé, nous sommes susceptibles de manifester un symptôme pour réhabiliter cet être. Je peux vous donner l'exemple de quelqu'un qui a voulu faire une séance parce que cette personne avait une pensée obsédante, une terreur que son fils meure. Sa grand-mère avait un frère que lui n'a pas connu, et ce frère a perdu un enfant en bas âge. Nous avons accompagné le deuil de ce grand-oncle donc. Et nous avons accompagné aussi l'enfant au moment où il quitte la vie. Et après avoir apaisé ce deuil, eh bien, la personne n'a plus eu peur que son fils meure. Donc ça, c'était un traumatisme générationnel.
mais notre psyché est en fait constituée de l'humanité tout entière. Et nous pouvons même manifester un symptôme pour un groupe social ou pour le vivant. Parce que nous appartenons à l'humanité, mais aussi au vivant. Et au fait, qu'est-ce qui provoque un traumatisme? Alors, ça peut être un cataclysme naturel, ça peut être un accident, mais c'est toujours une confrontation à la mort, que ce soit la mort physique ou la mort symbolique. Mais si on regarde bien, les traumatismes, qu'est-ce qui les provoque? Ce qui provoque un traumatisme, c'est l'exercice d'un rapport de pouvoir. Si on prend l'exemple des violences sexuelles, dans violence sexuelle, le mot à entendre, c'est violence. Les violences sexuelles, c'est de la violence. Ce n'est pas de la sexualité. Les violences sexuelles, ce sont des violences qui utilisent le sexe, mais ça n'est pas de la sexualité. Et c'est important de distinguer ça auprès des personnes qui les ont subies. Les violences sexuelles, ce sont des actes de domination. Ça correspond même à une mort symbolique, dans le sens où nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres humains, et violer un être humain, c'est la traiter comme un objet. C'est donc nier son statut d'être humain. C'est donc une très grande violence, et cette violence correspond à une mort symbolique. J'ai envie de le dire autrement, mais je vais employer ces mots vraiment dans un sens laïque. Le vivant est sacré. Et si on traite le vivant comme un objet, on est en train de le profaner. C'est ça les violences sexuelles. Si on élargit notre vision, chaque fois qu'on traite le vivant comme un objet, on est en train de le profaner, on est en train d'exercer un pouvoir sur le vivant. La surexploitation de la terre, c'est un pouvoir, c'est l'exercice d'un pouvoir. Et c'est un traumatisme. C'est-à-dire un clivage. C'est l'expression d'un clivage, et c'est ce qui provoque un clivage. Le concept même de nature montre que nous sommes clivés de la nature. Parce que nous sommes la nature. Et créer un concept comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous, c'est ignorer que nous sommes la nature. Qu'il y a une unité entre nous et la nature, c'est ce que nous sommes. Le monde, la Terre étant un écosystème, il y a une unité du vivant. Et finalement, le traumatisme, c'est quoi? C'est une rupture de l'unité du vivant. Cette rupture, elle peut avoir lieu à l'intérieur de la psyché, mais elle peut aussi avoir lieu entre les individus. Ce sont des clivages aussi, les conflits. Les conflits sont des clivages interpersonnels. Les conflits entre individus, mais les conflits aussi entre groupes sociaux. Les conflits entre groupes sociaux sont traumatiques. Ils le sont sur le plan individuel à cause des répercussions individuelles, mais ils le sont aussi sur le plan collectif. C'est très étonnant que l'on ait pensé, conceptualisé le traumatisme comme un événement individuel, comme un accident de vie individuel. C'est incroyable. Comme si cet événement de vie n'avait pas lieu dans un contexte social et culturel, comme si le contexte social et culturel n'avait aucune influence sur la vie des individus. C'est incroyable. Les personnes qui subissent des violences sexuelles, elles sont très nombreuses. Et plus on avance dans le temps, plus les statistiques augmentent, gonflent le chiffre des personnes victimes. C'est
c'est un phénomène social massif. Mais ce phénomène social massif, c'est un phénomène culturel. Nous vivons dans la culture du viol. Nous sommes dans une culture du viol. Et elle favorise ces accidents individuels. Ce ne sont pas des accidents individuels. Il existe sur cette planète des cultures sans viol. Pas de bol, elles ne sont pas majoritaires. Ce sont en principe des cultures matrilocales et matrilinéaires, comme l'ENA en Chine. Le viol, c'est un phénomène culturel. Et la culture du viol, c'est aussi la culture des rapports de pouvoir, tout simplement. Puisque les violences sexuelles, c'est l'exercice d'un rapport de pouvoir. Et tout ce qui est traumatisant est l'exercice d'un rapport de pouvoir. On peut sortir de cette culture-là. En attendant, on peut désactiver les traumatismes qu'elle provoque. En quoi c'est intéressant de voir le contexte culturel? Eh bien, ça permet de comprendre qu'il n'y a pas uniquement des traumatismes individuels, ou même des traumatismes collectifs, mais qu'il y a aussi ce que dans l'accompagnement au déploiement on appelle des traumatismes sociaux. Si le traumatisme individuel résulte d'un événement, le traumatisme social résulte d'une pensée clivante. Une pensée socialement partagée, une idéologie, une norme sociale, un arbitraire social peut être clivant. L'adhésion à un arbitraire social peut provoquer un clivage intrapsychique, par exemple en nous faisant exercer un rapport de pouvoir envers nous-mêmes ou envers notre corps. Ils sont nombreux ceux-là. Les arbitraires sociaux qui nous clivent de notre corps, surtout quand on est une nana, mais les mecs aussi. En fait, les mecs aussi, mais c'est moins visible. C'est encore moins visible. Cela peut aussi nous cliver de celle que nous avons à être, celui que nous avons à être. Et cela peut provoquer aussi des clivages interpersonnels. Par exemple, entre groupes sociaux. L'adhésion à une idéologie discriminante. Le racisme, le sexisme, par exemple. L'adhésion à ces idéologies, elle va inciter les personnes à commettre des actes discriminants, et ces actes vont provoquer des traumatismes. Alors des traumatismes individuels, mais qui vont être des traumatismes sociaux si la personne vit la discrimination comme un rejet social, comme un rejet à caractère social. C'est-à-dire si notre besoin d'appartenance, un besoin fondamental, si notre besoin d'appartenance est impacté par un rejet, par une discrimination, alors nous subissons un traumatisme social. Et les traumatismes sociaux ont besoin, eux aussi, d'être désactivés. Nous avons besoin aussi d'être entendus dans notre vécu émotionnel par rapport aux traumatismes sociaux, qui sont très nombreux, très très nombreux. Je pourrais donner l'exemple de la sexualité. Les représentations culturelles et sociales de la sexualité sont extrêmement clivantes. Elles sont clivantes parce qu'on est dans une culture binaire, dans une culture qui distingue les hommes et les femmes et qui les distingue avec des rôles sociaux, et des rôles sociaux hiérarchisés, donc clivants, propices à l'exercice de rapports de pouvoir, et donc traumatisants. Et si nous nous contentons d'essayer de remettre en question ces idéologies, ça ne marche pas. Si nous essayons de changer notre rapport à certaines croyances, à certaines normes sociales, ça ne marche pas. C'est-à-dire que nous pouvons nous dire intellectuellement que nous ne sommes pas d'accord avec
une croyance, avec une pratique sociale, nous pouvons être en désaccord total et quand même adhérer. Et quand même nous cliver de notre corps parce que nous adhérons contre notre volonté presque à ces normes sociales. Et donc ça a du sens, hein, si nous adhérons à ces normes. Le plus souvent, c'est justement pour satisfaire notre besoin d'appartenance. Il peut y avoir d'autres raisons. Et ce besoin d'appartenance entre en conflit avec notre besoin de liberté, notre besoin d'individuation, notre besoin d'affirmation de soi. Et à l'intérieur de ce conflit, il arrive qu'on soit vraiment largué. Et on a besoin d'être accompagné pour désactiver ces traumatismes-là à l'intérieur de notre psyché. C'est-à-dire que argumenter, on sait que ça va pas, on sait que ça ne marche pas, tout ça. Mais il faut aborder ça autrement. Argumenter, ça ne marche pas parce que quand on cherche à convaincre, même si c'est se convaincre soi-même, on est en train d'exercer un rapport de pouvoir. Et donc on est en train de faire ce contre quoi on voudrait se battre. D'ailleurs, on voudrait se battre. Tiens, si on arrêtait de vouloir se battre. Parce que se battre, c'est encore l'exercice d'un rapport de pouvoir. Peut-être on pourrait commencer à prendre les choses un petit peu autrement. On a maintenant des super outils pour ça, comme la CNV par exemple, la communication non violente. C'est pas le seul outil, on en a plein. Et les médiations de dialogue intérieur, de polylogue intérieur en fait, puisqu'il y a plusieurs interlocuteurs, plusieurs interlocutrices, ces médiations, on les fait en langue girafe, qui est la langue de la CNV, de la communication non violente. Ça marche mieux. Ça marche mieux parce que c'est un langage communicant. Être communicant, c'est être ouvert, c'est une ouverture. En fait, quand on dit de deux pièces qu'elles sont communicantes, quand il n'y a pas de porte, quand on peut aller d'une pièce à l'autre, c'est ouvert. Et donc il est essentiel d'aborder un polylogue intérieur dans cette ouverture, parce qu'il s'agit de rétablir une unité. Et donc ça se fait en dehors des rapports de pouvoir, à condition de sortir des rapports de pouvoir. Et quand on sort des rapports de pouvoir en soi, on a fait une grande étape pour apprendre à sortir des rapports de pouvoir avec les autres. Et si on sort des rapports de pouvoir, on va peut-être même sortir de la culture du viol. Et ça va faire beaucoup de traumatismes en moins. Traumatisme à caractère sexuel, mais pas seulement. Sortir des rapports de pouvoir, c'est sortir des traumatismes. Concrètement, comment se déroule une séance? Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a subi des violences sexuelles dans son enfance. C'est le plus fréquent. 80% des violences subies le sont avant l'âge de 18 ans, avec un pic entre 6 et 9 ans. Il y a plus d'enfants, filles et garçons, qui subissent des violences sexuelles entre 6 et 9 ans que d'adolescents, d'adolescentes. Donc je vais demander à la personne présente, à l'adulte présent, de mettre son attention sur l'enfant qu'elle était. Donc je précise que l'idée, c'est pas de raconter, c'est pas de se souvenir, que l'idée c'est d'imaginer que l'enfant est assis là et qu'on peut dialoguer avec cet enfant. Et donc on lui demande tout simplement qu'est-ce que tu ressens. On ne lui pose aucune question sur les faits. On lui demande ce qu'elle ressent émotionnellement. Alors on va entendre sa peur, sa colère, son dégoût. Et on va prendre la mesure de chacune de ces émotions. L'écoute empathique, ça consiste à prendre la mesure de ce qui est ressenti par l'autre. Et c'est ce dont nous avons besoin. Alors, dans notre culture, on a appris à consoler. Mais consoler, c'est une très mauvaise habitude. Consoler, c'est une façon de nier la personne. C'est une façon de lui dire arrête d'être triste, arrête d'avoir mal.
finalement, c'est un peu comme si on consolait pour notre propre confort, en fait, parce qu'on n'est pas confortable avec sa tristesse ou avec son ressenti. Et si on lui demande, si on essaye de faire en sorte qu'elle ne soit plus triste, eh ben, elle ne peut pas traverser sa tristesse. Alors que si on lui offre simplement notre présence et qu'on prend la mesure de cette tristesse, ça va lui permettre de la regarder ensemble et ça va lui permettre de la traverser et qu'elle s'apaise. Ensuite, je leur demande ensemble, l'adulte et l'enfant, de mettre leur attention sur le corps de l'enfant, qui a son vécu propre, souvent différent, un vécu différent du vécu de l'être, et puis du fait de la dissociation, eh bien, le corps et l'être sont clivés. Donc il est important de mettre fin au clivage entre l'enfant, l'être et son corps, pour retrouver l'unité. Ça se fait par une écoute mutuelle. Le corps entend ce que l'être a vécu et l'être entend ce que le corps a vécu. Et ils prennent chacun la mesure du vécu de l'autre, entre guillemets. Et il y a un apaisement qui se fait, une réconciliation. Ensuite, je leur propose, sans rien forcer, et si l'adulte présent est d'accord, si l'enfant est d'accord, de mettre leur attention sur celui qui a commis l'agression. Alors très souvent c'est un ascendant, ça peut être le père, le grand-père, l'oncle, un frère aîné. Et si je fais cette proposition, c'est pour essayer de comprendre quelle est la raison de celui qui a commis l'agression. Alors, chercher sa raison, ça n'est en aucun cas chercher une justification, parce que ça n'est pas justifiable, il n'avait pas le droit. Et on est intransigeante sur les faits, on les condamne absolument. Mais le fait de comprendre quelle est sa raison, ça permet pour l'enfant de donner du sens. Et quand il y a du sens à ce qu'on a vécu, on est quand même plus confortable que quand il n'y a pas de sens. Lorsque l'on comprend les raisons de celui qui a commis l'agression, c'est une façon d'accéder à son humanité. Si on le voit comme un monstre, alors l'enfant qui a subi ça est issu d'un monstre. Et c'est pas confortable. Par contre, si on voit son humanité, eh bien, il est issu d'un être humain qui a commis un acte monstrueux. C'est différent. Et ça permet un apaisement intérieur. Certaines thérapies pensent que si on étiquette un parent comme toxique, eh ben, on va se sentir mieux. Alors, d'une certaine façon, dans un premier temps, on se sent mieux parce que on peut entendre que la gravité de ce qu'on a subi est reconnue grâce à cette étiquette de parent toxique. C'est une façon de reconnaître qu'il a été toxique pour nous. Donc ça nous procure une certaine reconnaissance, un temps. Ça permet de se mettre en colère. Et la colère, ça fait du bien, à condition de ne pas y rester. Si on reste figé dans la colère, c'est pas confortable. Et pour trouver la paix, c'est important de sortir de l'emprise de celui qui a commis l'agression. Et si on est en colère contre un parent toxique, contre un monstre, on ne sort pas de son emprise. Les personnes qui croient aux parents toxiques, elles en parlent tout le temps. Mon père, il était comme ça. Cet être occupe leur pensée, colonise. Muriel Salmona appelle ça la colonisation de l'agresseur. Pour être en paix, le fait de pouvoir voir celui qui a commis l'agression comme un être humain, même si on condamne absolument ses actes, c'est essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une réconciliation dans la réalité, parce que dans la réalité, si on prend acte que cette personne n'est pas quelqu'un qu'on a envie de fréquenter, n'est pas quelqu'un qui nous fait du bien, qui nous rend la vie belle, eh ben, on ne le fréquente pas. Mais intérieurement, on peut être en paix.
Et donc c'est ce qu'on accompagne dans cette rencontre entre l'enfant, l'adulte qu'il est devenu, et celui qui a commis l'agression. Et lorsque l'on a vu tout ça, en principe la personne est apaisée et c'est définitif. Les symptômes disparaissent, ils ne sont plus nécessaires.